Ne parle pas, je serai ton défenseur. Les paroles du jeune garçon firent écho dans le tribunal, d'une pureté et d'une fermeté telle que le juge Pierre lui-même leva les yeux, étonné. La femme, vêtue d'un uniforme rouge et d'un tablier blanc, tremblait sur le banc des accusés. Le gamin, âgé de 7 ans tout au plus, gardait sa petite main plaquée sur la bouche de la femme, comme pour la préserver de sa propre terreur. Derrière eux, son père, un millionnaire en costume d'un bleu profond, et sa belle-mère, d'une élégance impeccable mais agitée, assistaient à la scène avec des expressions radicalement différentes. Lui, déconcerté, elle, tendue par l'anxiété. Sandrine Dubois, l'employée de maison, accusée du vol de 5 millions d'euros dans la magnifique demeure des Duval, luttait pour chaque bouffée d'air. Le petit Léo, le fils du magnate, regardait le juge avec une audace peu commune pour son âge. Elle n'a rien dérobé, affirma-t-il, la voix chevrotante mais pleine d'une conviction absolue. J'ai vu la personne qui l'a fait. Un murmure parcourut la salle d'audience, les avocats échangèrent des regards lourds de sens, et la belle-mère, Valérie Mercier, devint blanche comme un linge. C'était le moment où la vérité commençait à se frayer un chemin à travers les apparences trompeuses. La cour, habituée aux mensonges sophistiqués, resta silencieuse face à une voix d'enfant. L'accusé voulut parler, tout rejeter, mais la petite main sur ses lèvres l'en dissuada. Elle pleura sans un bruit, des larmes silencieuses traçant des sillons sur son visage fatigué, tandis que le garçon se tenait prêt à défendre la seule personne qui lui avait toujours offert un amour sincère. L'affaire avait débuté plusieurs mois auparavant, lorsque la demeure des Duval était encore un havre de luxe et de sérénité. Sandrine Dubois y était employée depuis 5 ans. Elle était d'une discrétion exemplaire, toujours à l'heure, et réputée pour entretenir la maison avec une dévotion quasi filiale. Chaque objet brillait, chaque recoin était impeccable. Monsieur Jean-Pierre Duval, le chef de famille, avait en elle une confiance aveugle, au point de la laisser seule dans des parties privées de la maison, inaccessible même à la sécurité. Mais cette relation de confiance, patiemment construite, se fissura le jour où un nouveau mariage introduisit une présence inquiétante dans la demeure. La nouvelle épouse, Valérie, fit son entrée comme une tempête. Jeune, d'une beauté glaciale, elle possédait un regard d'acier qui intimidait le personnel. En quelques semaines, elle avait tout réorganisé, les emplois du temps furent changés, des jardiniers fidèles furent congédiés, et chaque centime dépensé était désormais scruté. Jean-Pierre, éperdument amoureux, consentait à tout, voyant dans ses manœuvres un simple désir de perfection. Sandrine, pour sa part, commença à noter des anomalies, des portes verrouillées à des moments inattendus, des allées et venues nocturnes dans le bureau, et le cliquetis des coffres-forts aux petites heures du matin. Une nuit, alors qu'elle terminait de lustrer le plancher du couloir, Sandrine perçut le bruit métallique du coffre-fort principal se refermant. S'approchant discrètement, elle aperçut Valérie qui quittait la pièce en hâte, une petite pochette dorée à la main. Sandrine prétendit ne rien remarquer, mais une angoisse sourde l'envahit. Dès le lendemain, sa maîtresse de maison la scrutait avec une suspicion nouvelle, comme si elle guettait une erreur, un signe. Ce coffre contenait les placements financiers de Jean-Pierre, près de 5 millions d'euros en liquidités et documents de valeur. 2 jours plus tard, lorsque la somme se volatilisa, la panique s'installa dans la demeure. Le personnel de sécurité fut questionné, les enregistrements de surveillance examinés, et les soupçons convergèrent bientôt vers la cible la plus improbable, l'employé de maison. La police, dépêchée sur place, découvrit 100 000 euros dans son sac. De l'argent authentique, portant le même sceau que celui du coffre. Sandrine s'écroula, suppliant qu'on la croie, clamant son innocence. Jean-Pierre était perdu. Mais pourquoi? Se demanda-t-il à voix haute. Valérie, feignant une peine immense, lui glissa, parce que la confiance est une chose si fragile, mon cher. Surtout envers ceux qui nous offrent leur sourire. L'affaire fit la une de la presse régionale. Sandrine fut renvoyée sur le champ et placée en détention provisoire. Le seul à verser de véritables larmes fut le petit Léo, le fils de Jean-Pierre, pour qui Sandrine incarnait la chaleur maternelle que sa belle-mère lui avait toujours refusée. Au cours de l'instruction, les preuves semblaient irréfutables. Les caméras de surveillance montraient Sandrine dans la pièce du coffre, ce qui faisait partie de ses tâches. Cependant, un montage vidéo la montrait tenant le sac. La séquence, habilement truquée, avait effacé la présence de Valérie. Son avocat commis d'office, peu combatif, considérait le dossier comme plié. Avouez, et vous obtiendrez la peine minimale pour abus de confiance.
Mais Sandrine s'y refusa obstinément. « Je n'ai rien pris. »« Je le jure sur la tête de ma mère », ne cessait-elle de répéter, la voix éteinte. Pendant ce temps, Léo observait, silencieux. Le garçon se remémora la nuit du vol. Il se souvint avoir vu Valérie près du coffre, puis dissimuler quelque chose dans le sac de Sandrine. Il avait essayé d'alerter son père, mais elle l'avait fait taire avec un mélange de promesses et de menaces voilées. « Si tu racontes ça, ton père te croira fou. Et les petits garçons qui inventent des histoires sont punis. » L'enfant avait gardé le secret, mais la culpabilité le dévorait. À chaque audience, il voyait Sandrine un peu plus brisée. Jusqu'à ce jour où la voix du juge résonna, « Accusé, souhaitez-vous faire une déclaration ?» Au moment où Sandrine ouvrit la bouche, il se leva, tendit la main et laissa parler son cœur, « Ne parle pas. Je serai ton défenseur. » À cet instant, le procès changea de nature. Il ne s'agissait plus d'argent, mais de loyauté, d'innocence et du pouvoir de la vérité dans la bouche d'un enfant. En coulisses, avant la reprise de l'audience, le doute s'installa dans l'esprit de Jean-Pierre. Son fils fuyait le regard de Valérie, et le personnel murmurait que l'enfant vivait dans la crainte. Le millionnaire ordonna une nouvelle expertise des enregistrements. Une image de mauvaise qualité fit surface, montrant une silhouette féminine ouvrant le coffre juste avant l'arrivée de Sandrine. La belle-mère, sentant le vent tourner, tenta une dernière manœuvre. Elle essaya d'amadouer le garçon avec des paroles mielleuses pour le faire taire à jamais. Mais Léo avait fait son choix. Il défendrait la seule personne qui ne lui avait jamais menti. C'est ainsi que devant la cour, les avocats et les caméras, débuta l'un des procès les plus poignants de la région. Le tribunal était plein à craquer. Journalistes et curieux se pressaient sur les bancs. L'affaire de l'employé de maison et des 5 millions était le scandale de l'année. Sandrine, dans son uniforme rouge, le visage marqué par la fatigue, était assise au premier rang, les mains crispées. À ses côtés, le petit Léo se tenait droit comme un i, le regard fixe et résolu. Nul ne comprenait sa présence jusqu'à ce que le juge Pierre, avec une nuance de surprise et de bienveillance, interroge, « Mon garçon, pour quelle raison souhaites-tu témoigner ?» Léo regarda son père, puis Sandrine. « Parce qu'elle est innocente. J'ai tout vu. » Le silence qui s'ensuivit fut d'une densité impressionnante. Valérie, la belle-mère, qui affichait jusqu'alors une façade de calme, blêmit. Ses doigts se crispèrent sur son sac à main. Le juge chaussa ses lunettes. « Je t'écoute, mon garçon. Mais sache que tes paroles sont d'une grande importance. Raconte à la cour ce que tu as vu. » L'enfant inspira profondément. « J'ai vu Madame Valérie ouvrir le coffre cette nuit-là. Elle a pris des liasses d'argent et les a mises dans une pochette dorée. Après, je l'ai vue aller dans la chambre de Sandrine et glisser 100 000 € dans son sac à main. J'étais caché en haut de l'escalier. » Un tumulte éclata. L'avocat de l'accusation bondit sur ses pieds. « Objection. Ce n'est qu'un témoignage d'enfant. » Le juge abattit son marteau pour rétablir l'ordre. « Laissez-le poursuivre. » Léo continua, « J'avais peur de parler parce qu'elle m'a dit que mon père ne me croirait pas. Mais je ne peux plus supporter de voir Sandrine aussi malheureuse. Elle est bonne. Elle prend soin de moi quand j'ai des cauchemars. » Sandrine pleurait à chaudes larmes, des larmes de soulagement. Chaque goutte semblait une preuve de son innocence. Jean-Pierre, son père, se prit la tête entre les mains, anéanti. « Valérie, qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il d'une voix sourde. Elle tenta de se ressaisir, mais ses yeux la trahissaient. « Il est confus, Jean-Pierre. Les enfants ont une imagination débordante, ils confondent le réel et l'imaginaire. » Mais le garçon insista. « Ce n'est pas un rêve. Je t'ai vu mettre l'argent dans son sac. Je t'ai vu effacer les vidéos de surveillance. Et je t'ai entendu au téléphone avec ton complice. » Ces mots étaient simples, mais d'une précision chirurgicale. Le juge se pencha. « Avons-nous des copies de ces enregistrements ?» L'avocat de la défense, qui avait semblé abattu, se redressa, revitalisé. « Oui, votre honneur. Le père de l'enfant a fourni un disque dur récupéré ce matin même. La vidéo fut projetée. La qualité était médiocre, mais l'essentiel était visible. Une femme, portant un déshabillé doré identique à celui de Valérie, ouvrait le coffre et manipulait l'argent. Puis Sandrine entrait,
un plumeau à la main, pour épousseter un meuble. La vidéo coupée avant sa sortie. C'était la preuve manquante. Le murmure se mua en indignation. Les journalistes griffonnaient furieusement. Valérie était décomposée. Le juge frappa à nouveau de son marteau. « Madame Valérie Mercier, avez-vous une explication à fournir concernant cette vidéo ?» Elle essaya de parler, mais sa voix s'étrangla. Elle inclina la tête, vaincue. L'avocat de la défense se pencha vers Sandrine et lui chuchota « Gardez votre calme. » La vérité éclate. Léo croisa le regard de son père et y vit, pour la première fois, des larmes. Jean-Pierre se leva lentement et fit face à sa femme. « Tu as ruiné la vie d'une innocente. Tu as terrorisé mon fils. Tout ça pour de l'argent. » Elle ne répondit pas. Alors que les gardes l'escortaient, elle laissa échapper « Je comptais le rembourser. C'était pour assurer mon avenir. » Cet aveu informel suffit au juge pour suspendre la séance. Suspension de 30 minutes. Le public se leva en commentant l'événement. Sandrine resta assise, hébétée. Léo, le cœur enfin léger, lui serra la main. « Je t'avais promis d'être ton défenseur. » Durant la pause, Jean-Pierre s'entretint avec l'avocat. Il exigea que tout soit mis en œuvre pour réhabiliter son employé. « Je veux que le monde entier sache la vérité sur elle. La femme qui a veillé sur mon fils quand j'étais aveugle. » L'avocat hocha la tête, touché. À la reprise, le juge annonça, compte tenu des nouveaux éléments et de l'aveu partiel de l'accusée Valérie Mercier, je déclare Sandrine Dubois innocentée de toutes les charges. Le coup de marteau final fut salué par les applaudissements de toute la salle. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Sandrine, bien que libre, était encore sous le choc. « Et l'enfant » demanda-t-elle en regardant Léo. Le juge esquissa un sourire. « Je crois que cet enfant n'a nul besoin d'un avocat. Il en est déjà un. » Valérie fut conduite en prison. Son mari, anéanti, la regarda partir. Se tournant vers Sandrine, il peina à trouver ses mots. « Je ne sais comment réparer le tort que je vous ai fait. » Elle répondit avec une grande dignité, « La vérité est la seule réparation nécessaire. » Les médias s'emparèrent de l'affaire. Les titres clamaient, « Un enfant fait éclater la vérité, l'innocence triomphe au tribunal. » Le courage du garçon était sur toutes les lèvres. Dans les jours qui suivirent, on proposa à Sandrine de reprendre son poste, mais elle déclina l'offre. « Je ne demande ni argent, ni pitié. Juste la tranquillité. » Jean-Pierre insista, lui garantissant une compensation financière généreuse et une assistance juridique. Elle accepta par politesse, mais son choix était fait, elle voulait repartir à zéro, loin de tout ça. Léo était inconsolable. « Tu pars pour de bon ?» Sandrine le prit dans ses bras. « Pas pour l'éternité, mon petit trésor, mais une nouvelle vie m'attend, et tu dois pouvoir grandir sans avoir peur. » Jean-Pierre les regarda, le cœur serré par le remords. Il comprit à cet instant que l'innocence d'un enfant peut voir ce que l'aveuglement des adultes ignore. Le lendemain, il accompagna son fils chez Sandrine. « Tu as accompli un acte d'un courage immense. Tu as sauvé une vie. » Léo sourit, plein de fierté. « C'est elle qui m'a sauvé avant, papa. » La nouvelle vie de Sandrine débuta dans un modeste appartement en périphérie de Lyon, avec un humble emploi dans une école primaire. Mais chaque matin, elle trouvait une lettre de Léo, tracée d'une écriture encore malhabile. Chacune contenait un message différent, « Tu es ma plus grande héroïne. Ne change jamais. » La justice avait gagné, loin du faste des tribunaux et des caméras. Et ce jeune garçon préservait la flamme de pureté qui avait libéré une innocente. Sans le savoir, il avait aussi libéré son père d'un mariage fondé sur le mensonge. L'affaire Duval était classée pour la justice, mais elle ouvrait un nouveau chapitre dans les consciences. Un rappel que le courage d'un petit être peut infléchir le cours de nombreuses vies. Un journaliste conclut son article par cette phrase mémorable, « La voix la plus forte du tribunal fut celle qui croyait encore en la bonté humaine. » Et ce matin-là, sous un ciel dégagé, Sandrine ouvrit sa fenêtre, prit une grande inspiration et sourit. C'était la première fois depuis des mois. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis ce procès hors du commun. La vie avait repris son cours, mais le souvenir d'un garçon se dressant pour la vérité restait vivace. L'affaire Duval était devenue une parabole sur le courage.
Sandrine, réhabilitée, se promenait avec une quiétude nouvelle. Son regard portait encore les stigmates de l'épreuve, mais son sourire irradiait la paix de ceux qui ont survécu à l'injustice. Elle travaillait dans une petite école primaire, enseignant aux enfants le respect des lieux et la dignité du travail manuel. Estimée des enseignants, adorée des enfants, elle recevait chaque jour une lettre de Léo, ornée d'un soleil. « Je reste ton avocat », écrivait-il. « Et tu restes mon cœur limpide. » Jean-Pierre Duval avait également changé. L'humiliation publique l'avait forcé à une profonde introspection. Il céda une partie de ses affaires, finança des œuvres caritatives et rendit visite à des femmes incarcérées injustement. « Mon erreur envers une seule femme m'oblige à en aider beaucoup d'autres », confia-t-il au journaliste. Mais rien ne pouvait apaiser le regret d'avoir douté de Sandrine. Un matin, il vint à l'école. Son visage était marqué, mais son regard sincère. « Je voulais m'assurer par moi-même que vous alliez bien. » Sandrine l'accueillit avec courtoisie. « Je suis en vie, monsieur Duval. C'est l'essentiel. » Il soupira. « Je tenais à vous renouveler mes excuses et à vous prier d'accepter un présent. » Il lui tendit un dossier. C'était le titre de propriété d'une maison de campagne simple mais confortable. Ce n'est pas la charité, mais une réparation tardive. Elle marqua une hésitation. L'argent ne peut effacer le passé. Il en convint. Mais il peut aider à construire un avenir sans crainte. Sandrine accepta, retenant ses larmes. Elle comprit qu'un repentir sincère pouvait guérir des blessures que le temps seul ne pouvait refermer. Pendant ce temps, Léo poursuivait sa croissance. Il était devenu un jeune homme, étudiait le droit et se destinait à devenir avocat, spécialisé dans la défense des innocents. Il avait conservé cette même lueur dans le regard, cette pureté qui lui avait donné la force de défier un tribunal. Son père le regardait avec une fierté discrète. « Il est ce que nous avons de meilleur », disait-il souvent. Pour le premier anniversaire du jugement, le tribunal organisa une cérémonie en l'honneur de Sandrine et de Léo. Les médias étaient présents, mais l'atmosphère était solennelle et émouvante. Lorsque Léo, âgé de 12 ans, s'avança vers le pupitre, l'assemblée se leva pour l'applaudir. « Ce jour-là, je n'ai fait que mon devoir », déclara-t-il. « J'ai compris que la justice ne se trouve pas dans les coffres-forts ou les palais de justice. Elle vit en chacun de nous, et si on la fait taire, elle meurt. » Ces paroles furent reprises partout, devenant un slogan pour des associations de défense des droits. Sandrine, émue, regarda la retransmission à la télévision. À l'école, les enfants l'entourèrent. « Vous êtes une vedette !» s'exclama-t-il. Elle répondit avec un sourire, « Vedette ? Non, simplement libre. » Un soir pluvieux, une Citroën 2CV s'arrêta devant l'école. Jean-Pierre et Léo en descendirent. « Nous vous invitons pour un dîner avec du bœuf bourguignon et une bouteille de vin. » Sandrine hésita. Elle n'avait pas remis les pieds à la demeure des Duval. « C'est aussi chez vous », insista Jean-Pierre. Elle finit par accepter. À son arrivée, le grand portail s'ouvrit, comme un symbole de pardon. La maison avait changé. Le luxe était toujours présent, mais une certaine simplicité s'en dégageait. Au mur du salon, une photo d'elle et du petit Léo, prise bien avant le drame. Le dîner fut apaisé. Jean-Pierre parla peu, Léo beaucoup. « Papa dit que c'est vous qui m'avez appris à dire la vérité sans avoir peur. Je le dis à mes amis maintenant. » Sandrine sourit, touchée. « Alors, tu es déjà un grand avocat. » Après le repas, ils se rendirent au jardin. Le ciel s'était éclairci, et la lune se mirait dans le bassin de marbre. « Croyez-vous au destin ? » demanda Léo. « Je crois que les voies de Dieu sont mystérieuses. Alors c'est lui qui a voulu que je vous défende. » Elle acquiesça en lui prenant la main. « Et que je te rencontre, pour me souvenir que le bien finit toujours par gagner. » Les années passèrent. L'affaire Duval était devenue un cas d'école dans les facultés de droit et un exemple d'intégrité morale. Sandrine choisit de rester dans l'ombre, mais son nom était devenu synonyme de dignité. Léo, une fois adulte, créa une fondation offrant une aide juridique gratuite aux femmes victimes d'erreurs judiciaires. Sur la façade, une plaque de cuivre, Institut Sandrine Dubois, pour une justice plus humaine. Le jour de l'inauguration, elle était là, vêtue simplement, un sourire discret aux lèvres, observant ce garçon qui avait autrefois fait taire sa peur pour lui rendre sa voix.
Je vous avais dit que je serais votre avocat, lui rappela-t-il, devenu un homme. Elle répondit, les yeux humides, et je vous avais dit que vous feriez de grandes choses. Le public leur offrit une ovation. Chacun comprit que cette histoire n'était pas celle d'un crime ou d'une fortune, mais celle de la foi, de la loyauté et du courage. À la fin de la cérémonie, Sandrine s'isola sur le balcon de l'Institut et contempla le crépuscule. Une brise légère soulevait ses cheveux grisonnants. « Merci, mon Dieu, murmura-t-elle, de m'avoir fait rencontrer un ange sous les traits d'un enfant. » Alors que le soleil s'effaçait à l'horizon, les rires lointains des enfants résonnaient, comme un écho de ce jour où la justice, née de l'innocence, avait triomphé de la peur.